Allez, je représente mon équipe de vendredi. Avec moi, depuis 1 heure déjà, Naïm Mfadel, Joachim Le Floch-Imad, Michel Taube, Maïdi Saïdi, et nous a rejoint Sophie Audugé, directrice de SOS Éducation. Ça tombe bien, on a beaucoup de sujets éducation. Oui, bonjour. Voilà, ça tombe bien, vous voyez. Merci de nous avoir rejoints. Dans Mini News, je voudrais que l'on revienne sur cette affaire de cette fillette dont on vous a déjà beaucoup parlé. Cette fillette de 3 ans frappée dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris par une institutrice. La vidéo publiée, je le disais, sur les réseaux sociaux a été visionnée plus d'1 million de fois. Il y a eu beaucoup de réactions. La ministre de l'Éducation démissionnaire, Nicole Belloubet, a demandé dès mardi, vous le savez aussi, à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et la suspension de l'enseignante. L'avocat de l'enseignante était l'invité ce matin de Pascal Praud. Je vous propose de l'écouter et ensuite on ouvre le débat avec mes invités et avec Sophie Audugé. On écoute l'avocat. Je ne supporte pas qu'on jette l'opprobre sur ces enseignants au motif que, effectivement, même parmi ceux les plus irréprochables, il peut y avoir des gestes malheureux, terribles, fautifs. Ça reste un cas isolé. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'anecdote et que ça ne mérite pas d'en faire une affaire d'État. On est tous émus, on est tous touchés lorsque un enfant est violenté. C'est normal qu'on soit simple citoyen et ou parent, mais ce lynchage médiatique, la faire passer pour un monstre, ça, c'est insupportable. Je commence avec vous, Sophie Audugé, en tant que directrice de SOS Éducation. Comment réagissez-vous aux propos de l'avocat de cette institutrice? Il parle d'anecdote. Oui, alors bon, je pense qu'il s'est repris sur le terme d'anecdote. Moi, je pense que sur cette situation, il faut prendre la mesure. Faire se peut, un peu de mesure et de hauteur. Évidemment, c'est insupportable pour n'importe quelle personne normalement constituée de voir un enfant maltraité et violenté. C'est insupportable. Et il n'y a aucune excuse aux actes, évidemment. Et encore plus dans un espace qui est celle de l'institution scolaire, et encore plus d'un geste fait par une enseignante sur un enfant qui est son élève. Encore plus parce qu'il est encore plus petit. Puisque, si vous voulez, il y a tout un ensemble de circonstances aggravantes qui vient évidemment accentuer le côté à la fois indicible et insupportable des images. Ça, évidemment qu'il faut le reconnaître et il faut le condamner sans aucun élément de doute. Une fois qu'on a dit ça, il y a dans cette situation une volonté déterminée de faire monter l'affaire. Ce n'est pas un hasard si la vidéo a été publiée par l'avocate, ce qui pose des questions réellement. C'est quand même aussi une interrogation que l'avocate connaissait et l'enfant et la maman avant cette situation. Donc aujourd'hui, il y a une enquête et la justice fera son travail. Moi, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une information qui a été peu diffusée et qui me semble intéressante à diffuser. C'est dans un rapport qui a été un rapport important, un rapport du sénateur Erwan Balanant, qui est un rapport sur le harcèlement, qui date de 2020. Ce rapport disait notamment, et je vais le reprendre, si ces violences des enseignants sur les enfants ou adolescents sont difficiles à quantifier, leur existence n'est pas méconnue par l'éducation nationale, puisqu'en 2004, un rapport interne avait été dédié aux brutalités et harcèlements physiques et psychologiques exercés sur des enfants par des personnels du ministère en 2004. Ce rapport met en lumière le fait que les enfants victimes et leurs familles connaissent un véritable parcours du combattant pour dénoncer ces violences, la parole de l'enfant étant mise en cause. Il dénonce également la loi du silence. Je voudrais préciser que ce rapport de 2020 comportait une proposition du sénateur, qui est la proposition numéro 25 de la commission parlementaire. C'était quand même, parce qu'on fait des rapports de qualité en France, mais on n'en fait rien. Voilà. Et je veux quand même qu'il soit dit qu'en 2020, il y a eu un rapport d'Erwan Balanant sur les situations de maltraitance à l'école, toutes les formes des enfants sur eux, les harcèlements, etc. Mais qu'il y avait un passage dédié justement aux violences des professionnels de l'éducation nationale sur les enfants, qui a donné lieu à rappeler qu'il y avait un rapport de 2004 qui n'a jamais été suivi d'effet, qu'aucune autre étude n'a été menée et que c'est resté lettre morte. Et la proposition numéro 25, qui date de 2020, était de réaliser une nouvelle étude cherchant à appréhender le phénomène des violences exercées par les adultes du ministère sur les élèves et à détailler les mesures nécessaires pour y lutter. Je ne pense pas que ça ait été fait.
Je joue le débat avec mes autres invités, mais j'aimerais, c'est intéressant de l'écouter. Je vais vous faire écouter Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité de notre ami Laurence Ferrari. Écoutez ce qu'il dit justement sur cette affaire. Il est clair, net et précis. Écoutez-le. À l'éducation nationale, personne ne tape personne. Voilà, ça résume les choses. Les adultes ne tapent pas les enfants. Évidemment, les enfants ne tapent pas les adultes. Et les enfants non plus ne se tapent pas entre eux. C'est les règles à respecter. Et ce genre d'événement ne doit pas nous faire oublier que nous devons le respect aux professeurs et que c'est un principe cardinal et que les parents doivent toujours être dans ce respect. C'est une espèce de contagion positive du respect qu'on doit rechercher. Tour de table avec vous. Je commence avec vous, Michel. Alors, c'est intéressant parce que ce que dit Jean-Michel Blanquer est un petit peu, non pas démenti, mais contredit par le rapport parlementaire, madame, que vous invoquez. C'est pour ça que je voulais qu'on écoute Jean-Michel Blanquer. Quand j'ai écouté ce qu'il disait, je voulais absolument... fait bien état de comportements d'enseignants qui auraient été... de façon assez récurrente pour qu'un député ou un parlementaire en fasse état dans un rapport et appelle à ce qu'il y ait des évolutions dans la doctrine de l'éducation nationale. Donc, il y a le discours officiel qui est de dire, évidemment, et ça tout le monde est d'accord, pas de violence. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat à avoir. Mais malheureusement, débat quand même, parce que manifestement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles cette vidéo a eu un tel impact, c'est parce qu'effectivement, elle met peut-être le doigt sur une réalité dont on n'a jamais vraiment voulu parler, à savoir que dans l'éducation nationale, publique, privée, il y a peut-être des faits de violence plus récurrents que ce que l'on croit et que cela appelle peut-être à une prise de conscience de la communauté éducative. J'espère, j'en suis convaincu que rares sont les faits de violence, mais manifestement, ce député le dit, le souligne, donc ça appelle peut-être à une réaction collective de la société. Et puis, je le disais, plus d'1 million de vues, c'est énorme. Petit tour de table avec vous, Joachim. On en revient toujours au même problème, à savoir que la machine de l'éducation nationale est extrêmement lente à faire bouger, qu'il y a une politique du pas de vague qui continue à sévir, d'autant plus quand il n'y a pas de volonté politique pour l'école qui se manifeste au sommet de l'État. Maintenant, moi, j'ai quand même été très, très gêné et consterné par ce à quoi on a assisté dans les médias depuis quelques jours avec cette affaire. En effet, il faut rappeler qu'on ne tape jamais un élève, encore moins une fillette de 3 ans qui arrive à l'école pour la première fois. Maintenant, pardonnez-moi, mais j'ai quand même trouvé qu'il y a une disproportion dans la réaction par rapport à certains faits d'actualité très peu mis en lumière, qui le méritent davantage. Enfin, si vous voulez, les mêmes qui défendent en permanence les formes de l'état de droit sont les premiers à dire qu'il faut court-circuiter la justice, court-circuiter l'inspection générale de l'éducation nationale, court-circuiter l'enquête qui est en train d'avoir lieu. Et ça, je trouve que c'est une dérive grave quand on passe de la justice à l'instinct judiciaire. C'est pas la même chose de livrer des enseignants comme ça à la vindicte des meutes. Donc je trouve que c'est très problématique. Et par ailleurs, on voit bien dans cette affaire que certains se servent de ce cas qui est quand même malgré tout isolé. Là, pour le coup, c'est pas un fait de société, c'est un fait divers, se servent de ça pour instruire un procès à l'endroit de l'école de son entièreté. Alors même que l'école va déjà extrêmement mal, est de plus en plus mal vue par la société, qu'il y a beaucoup de problèmes. Et moi, si vous voulez, j'ai vu aussi dans cette affaire le symptôme d'un corps professoral qui est de plus en plus à la dérive. Et c'est normal qu'on assiste malheureusement de plus en plus de craquages quand on a des enseignants qui sont malheureusement mal formés, qui ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur mission, qui ont le troisième prioritaire pour le futur gouvernement. Le troisième pire climat disciplinaire de l'OCDE selon PISA et les classes les plus chargées de l'OCDE là encore. Donc c'est sur ces mots qu'il faut agir à la racine, sinon on aura de plus en plus d'incidents de ce type. Naïma, je vous fais réagir et Mehdi dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute la maman de la fillette qui s'est exprimée chez notre ami Cyril Hanouna qui parle d'un véritable traumatisme. Écoutez-la. Votre petite fille, vous l'avez remise à l'école ou pas? Non, elle veut pas. Elle veut plus? Elle veut pas même pas sortir. Ah, donc elle est traumatisée? Vraiment, elle veut pas. Elle cache derrière moi. Le deuxième jour d'école, c'est ça? C'est le deuxième jour, c'est ça. Après le troisième jour, oui. Ce que veulent savoir aussi les téléspectateurs, qu'est-ce que vous a dit l'établissement? En fait, l'établissement, il m'a dit tu peux changer ta fille de l'école. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Oui. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, c'est le gamin qui doit changer d'école. Quand on vous dit qu'on marche sur la tête dans ce pays, donc ils se sont excusés, ils vous ont dit? Oui. Ils vous ont dit quoi? Oui. Et à mon avis, il doit être très très mal que ça ait pris une telle ampleur. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que pour eux, c'est catastrophique. Là, changer d'école, dit la maman de cette fillette. C'est vrai qu'on marche un peu sur la tête et Cyril a raison. Oui, effectivement, mais moi je rejoins ce qu'a dit Joachim. Je trouve que cette surmédiatisation est vraiment très gênante. Je pense que
c'était normal que la maman aille demander des comptes, notamment à la directrice, et puis qu'éventuellement elle porte plainte, et puis elle avait la vidéo. Mais cette surmédiatisation, elle a quelque chose de gênant, parce que c'est vraiment à la vindicte populaire, et je trouve ça extrêmement gênant. Et ça jette aussi l'anathème sur l'ensemble des professeurs. Il faut rappeler que beaucoup de professeurs sont aussi agressés et que nous avons eu aussi des professeurs qui ont été tués. Donc prenons attention. Et puis il y a quelque chose aussi, et d'ailleurs je l'ai dit à l'avocate de cette maman, de cette petite fille, ce qui m'a gênée aussi, c'est cette image de la maman qui filme. Qui prend le temps de filmer. Et ça montre aussi quelque chose de notre société. C'est que vous avez beaucoup aujourd'hui qui sont promptes à filmer des scènes d'agression sans réagir, pour mettre après, pour diffuser sur les réseaux sociaux. Moi, j'attendais de cette maman qu'elle réagisse, qu'elle aille voir la maîtresse pour l'arrêter dans son élan. Je voulais qu'on écoute une deuxième fois l'avocat de cette institutrice, et vous allez comprendre pourquoi je souhaite que vous l'écoutiez. Il y a une enquête judiciaire et vous savez très bien comment ça se passe. Les procès ne se feront pas sur les plateaux de télé. Les procès se font dans les prétoires. L'affaire est grave et donc ça mérite effectivement qu'elle soit auditionnée et qu'elle réserve ses déclarations, ses explications sur les faits à la justice. Et la justice fera son travail. Ensuite, vous êtes là pour décrypter une situation, décrypter un malaise. On en parle là-dessus. Moi, je n'ai pas de difficulté, mais on ne peut pas tout mélanger. Et moi, je ne suis pas de ceux qui passent de plateau en plateau pour faire des procès, pour tenir des procès sur des plateaux. Mehdi, réaction sur les propos de l'avocat. On ne peut pas lui donner totalement tort non plus. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis toujours très gênée par ces procès médiatiques aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux. Ça va très vite. Ah, ça va vite. Donc très vite, il suffit d'avoir un bout de vidéo. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé et ça s'emballe très vite. Ça, je suis toujours très gênée avec ce genre de cas. Néanmoins, je dois reconnaître que j'ai été choquée par l'attitude de la maîtresse. Et c'est pas tant l'attitude parce que on est aussi dans une époque où aujourd'hui, donner une fessée, c'est interdit. Et moi, je fais partie d'une génération qui a reçu des fessées. Comme dirait ma mère, ça remet les idées en place. Et honnêtement, je n'ai jamais été une gamine malheureuse, bien au contraire. Néanmoins, le fait que l'enfant soit si petit, c'est un premier jour d'école. Beaucoup d'enfants pleurent à la rentrée. Donc, et je suis d'autant plus gênée par les propos, pas tant de l'avocat qui a raison sur le procès médiatique, mais par ceux de Jean-Michel Blanquer qui dit qu'on ne tape pas d'enfants. Ah ben non, en l'occurrence, ça existe. Et on ne tape pas de professeurs. Non, il a dit ça existe. le principe. Pour lui, le principe, j'étais avec lui sur le plateau. Il y a quand même beaucoup de professeurs. Nous, on a un principe, c'est que les enfants ne tapent pas les professeurs et les professeurs ne tapent pas les enfants. Oui, mais il n'a pas dit que ça n'existait pas. Il y a un principe et il y a la réalité, c'est que des professeurs se font agresser tous les jours dans les écoles. Des enfants se font taper, je pense que c'est plutôt rare. Moi, j'en ai quasiment jamais vu à part ce cas-là. Donc oui, je suis gênée par le procès médiatique qui est fait, même si effectivement c'est choquant qu'un enfant aussi petit soit frappé par sa maîtresse. On revient très rapidement sur cette affaire de cette fillette, parce que je voudrais vous parler d'une autre histoire qui se passe du côté de Pau, mais réaction Sophie. Oui, non, je voulais dire qu'effectivement, Jean-Michel Blanquer dit qu'effectivement on ne frappe pas à l'école. Bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Le fait est qu'il y a une violence endémique à l'école, qu'on dénonce tous depuis bien longtemps, qu'elle touche toutes les sphères de l'école, les enfants entre eux, les parents envers les professeurs et les professeurs et le milieu éducatif envers certains enfants. Je voudrais rappeler quand même l'histoire d'Evaël qui s'est suicidée après un harcèlement dont son enseignante était une très grande actrice. Et aujourd'hui, moi, je pense à Evaël et je pense à ses parents qui se sont battus pour justement que le pas de vague ne reste pas sans voix, puisque Evaël, elle n'a pas trouvé d'autre issue que de se donner la mort. Son nom n'a pas été prononcé depuis le début de cette affaire et je tenais vraiment à ce qu'on pense à elle et à ce qu'on pense à ses parents. Et c'est important de le rappeler. Autre affaire sur laquelle j'aimerais vous faire réagir très rapidement avant la pause, c'est ce directeur d'un établissement privé catholique qui a été sanctionné pour atteinte à la laïcité. Ça se passe à Pau, à l'Immaculée Conception. On voit tout ça avec Sarah Fenzari. Réaction juste après. L'affaire a commencé en début d'année lorsque 5 syndicats de l'enseignement public et privé ont dénoncé le non-respect des obligations contractuelles qui lient l'ensemble scolaire Immaculée Conception Beaufresne de Pau à l'État. Le quotidien Libération a dévoilé que des cours de catéchisme étaient obligatoires et évalués avec des censures d'ouvrages et la présence d'intervenants réactionnaires accompagnés d'entraves à la liberté de conscience, des faits que l'ancien directeur conteste.
C'est bien là qu'il y a l'incompréhension. Je n'impose rien du tout. Nous tenons à des cours de culture religieuse en 6e et en seconde. On a beau expliquer qu'il y a des dispenses toujours possibles. Des parents d'élèves ont beau l'attester à visage découvert. Rien n'y fait. L'avocat de Christian Espeso a annoncé qu'il comptait saisir le tribunal administratif de Bordeaux pour recours en annulation pour excès de pouvoir du rectorat. Complet sur le dossier, je me dois de vous préciser qu'on a essayé de contacter et l'évêché et le rectorat pour élargir évidemment le débat et qu'ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Réaction, Sophie, sur cette histoire? Alors, il faudrait avoir tous les éléments. Oui, on n'a pas tous les éléments, mais... je dirais que c'est ce qui a tué l'école de la République, l'école laïque, gratuite et obligatoire, c'est évidemment les syndicats aujourd'hui qui attaquent non-stop et qui veulent se payer du privé. Du privé ou du public élitiste, d'ailleurs, parce qu'ils tapent aussi sur le privé qui a de bons résultats. La réalité aujourd'hui, c'est que dans une très grosse majorité d'établissements scolaires, on n'arrive plus à instruire, qu'une partie très importante, à peu près 50% des enfants, n'accèdent plus, ne serait-ce qu'à la lecture dans un pays qui est la France, qui est inconcevable, et que face à cela, eh bien, il y a une colère, une hargne des syndicats, enfin de certains syndicats, il faut préciser, c'est toujours les mêmes. Hein. Les 5 là, ce sont toujours les mêmes, qui attaquent tout le monde, qui ont attaqué le gouvernement pour non-réalisation des 3 séances d'éducation à la sexualité à l'école, qui ont fait l'affaire Stanislas en faisant d'une affaire qui devait être traitée et qui allait être traitée d'ailleurs par la justice, une affaire médiatique. Et tout ça, ça se jette et ça jette en pâture des chefs d'établissement qui sont souvent, alors on verra, souvent dans leur bon droit. Ce qu'il explique, il a tout à fait raison, c'est que s'il découvre que dans les établissements privés catholiques, il y a des cours de culture catholique, je suis désolée. Ça coule de source, ça c'est une réalité. Hein. Voilà. Ça coule de source. Michel et Joachim et Naïma, rapidement. Je ne voulais pas prendre la parole, mais comme vous dites, madame, lesquels syndicats ont quand même appelé à soutenir le programme politique du nouveau Front populaire sur les questions de l'éducation. Donc on a des syndicats d'enseignement qui sont en fait des militants politiques d'une conception de l'éducation extrêmement dangereuse pour nos enfants. Cette semaine, ils ont préféré faire grève que de soutenir la mise en place d'évaluation de nos enfants pour enfin... C'est vrai, on en a parlé sur le plateau. Joachim, rapidement. La laïcité doit bien évidemment être défendue puisqu'elle est le fil rouge de la République et ce qui permet la transmission des savoirs comme la liberté de conscience. Maintenant, là, on n'est pas du tout dans la défense de la laïcité puisque les mêmes syndicats qui sont extrêmement fermes lorsqu'on a des dérives au sein de l'enseignement privé catholique sont contre la loi de 2004, étaient contre l'interdiction de l'abaya, n'avaient pas dit un mot au moment de l'affaire du foulard de Creil en 89. Et par ailleurs, je constate, comme vous l'avez très bien expliqué, qu'à travers cette affaire, on ne défend pas juste la laïcité, on s'en prend au dernier bastion d'excellence qui perdure dans un système éducatif profondément malade. Enfin, on parle quand même d'un établissement qui a 100% de réussite au bac. Il faudrait aussi valoriser ça plutôt que de vouloir répartir l'échec et détruire le peu qui tient encore debout dans notre pays. Naïma, oui, deux mots. Ce que je rajouterais pour ma part, c'est que c'est aujourd'hui l'école privée qui remplit ce rôle d'égalité de traitement du citoyen, notamment d'égalité d'accès au savoir des enfants. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que beaucoup d'enfants des quartiers populaires sont inscrits à l'école catholique. Et moi, je vois dans ma ville où c'est 60% aujourd'hui, avec des taux de réussite effectivement très importants, parce qu'elle ne les regarde pas avec misérabilisme. Elle a envie effectivement qu'ils accèdent comme les autres vraiment à cette méritocratie, à ce savoir-faire et à cette connaissance. On va parler du... Oui, mais vous ne voulez pas quand même. On va parler du fameux service national universel, le fameux SNU. L'heure est au bilan et c'est moyen et moyen. Et je vois que notre amie Sophie Audugé va vous écouter avec une grande attention. Oui, 5 ans après son lancement, c'est donc l'heure du premier bilan pour le service national universel. Dans son rapport, la Cour des comptes estime que les objectifs de ce dispositif demeurent incertains et mal compris par le grand public, en particulier par les jeunes qui en constituent pourtant la cible. Le SNU est basé sur le volontariat et la Cour regrette qu'en matière de mixité sociale comme d'engagement, les ambitions du dispositif ne sont pas atteintes. Elle écrit que les milieux d'origine des jeunes participants se caractérisent depuis 2019 par une surreprésentation des jeunes dont les parents servent ou ont servi dans les corps en uniforme et de catégories socio-professionnelles plus favorisées. Les participants sont majoritairement scolarisés en filière générale et technologique. Autre point dans ce rapport, c'est le coût. Le chiffrage dans sa configuration actuelle est généralisé à l'ensemble d'une classe d'âge, soit environ
850 000 jeunes et ce coût, ce chiffrage, il est de 2 milliards d'euros, mais il ne correspond pas à une évaluation du coût global du dispositif par les pouvoirs publics. Le coût du fonctionnement annuel du dispositif généralisé serait, selon les sages, plutôt de 3 à 5 milliards d'euros. Alors l'une des solutions avancées est par exemple de créer des centres pérennes pour accueillir tout au long de l'année ces séjours de cohésion pour simplifier la gestion du dispositif et rationaliser certains coûts. Enfin, cette incertitude sur les objectifs n'empêche pas de constater un taux de satisfaction élevé chez les jeunes ayant participé au séjour de cohésion. 96% des jeunes interrogés en 2023-2024 se déclarent ainsi satisfaits selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Merci pour ce bilan. Commentaire, réaction, Sophie. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour l'interrogation orale. Bon, non, mais bon, évidemment, 96% des jeunes qui y vont de manière volontaire et qui sont issus de familles plutôt convaincus avec effectivement un système d'autorité à la maison qui est déjà en place. Bon, évidemment, enfin, je veux dire, ils se rencontrent dans un endroit où ils s'attendaient à aller. Et voilà. Bon, le problème, c'est que c'est pas la cible. Évidemment que le budget, on s'interroge vraiment s'il ne serait pas mieux utilisé ailleurs dans l'éducation nationale. Et puis, je suis désolée, mais c'est 12 journées. Je crois qu'il faut être clair quand on a un jeune qui ne veut pas suivre à l'école, qui ne respecte pas l'autorité, qui respecte rien de ce qui est le principe même de la cohésion sociale qui se construit au fil des années pendant 10 ans sur les bancs de l'école publique. On ne voit pas comment en 12 jours on le transformerait, d'autant plus si c'est volontaire et qu'il doit y aller. Joachim, rapidement. Je pense que c'est précisément de ce genre de dispositif tout à fait cosmétique et d'effet d'annonce que notre système éducatif se délite aujourd'hui. Effectivement, cet argent pourrait être investi dans des endroits où il serait beaucoup plus pertinent. Et si on veut mettre en œuvre un vrai rétablissement de l'autorité à l'école, c'est pas en singeant l'école de la Troisième République qu'on va le faire. C'est en prenant des mesures extrêmement fermes au quotidien pour remettre de l'ordre dans chaque mètre carré de nos établissements. Par exemple, avec des peines planchées en conseil de discipline, avec des centres éducatifs fermés généralisés dans chaque établissement, avec l'automaticité de la protection fonctionnelle pour les personnels menacés. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire et ça vaudrait mieux que 2 semaines par an de SNU où il y a beaucoup de dérives par ailleurs documentées par le Figaro avec par exemple des drapeaux français piétinés, des Marseillaises sifflées, des violences, du harcèlement. Des agressions. Tout ça, et les visitages. Tout ça, oui, on en a parlé, visitages. Tout ça existe, donc j'attends vraiment rien de ce dispositif et je déplore le fait que le gouvernement s'enorgueillisse à ce point et en fasse quelque chose d'essentiel pour l'avenir de l'école.